Dès les débuts de la nuit, la mise en scène de Rosewood restèrent simples. Mike n'arrivèrent pas à dormir. Cette nuit-là, dans le creux de l'obscurité, la nuit vacillait à son plein. On pouvait voir Rosewood plongé dans le noir, tandis qu'à la fenêtre résonnèrent le son et le bruit. À la fenêtre résonnèrent le son et le bruit des larmes du ciel, des gouttes d'eau qui tombaient et qui vacillèrent avec le temps. À la fenêtre, on pouvait entendre les gouttes d'eau qui jonchèrent les sols, qui jonchèrent les murs, et qui s'attardaient à s'écraser contre la fenêtre. On pouvait entendre le bruit des larmes du ciel, qui jonchaient elles-mêmes les murs et les parois de certains immeubles. Mais cette nuit-là, ne sachant pas comment faire, Mike n'avait aucune idée qu'il ne savait pas dormir. Telles des notes de musique, la pluie et les larmes de ce qu'on pouvait appeler les larmes de la nuit jonchaient les murs, tapaient contre les fenêtres, créant une mélodie assourdissante, plongeant alors tous les habitants de Rosewood dans un sommeil éteint. On pouvait sentir petit à petit que chaque habitation, chaque fenêtre et chaque endroit allumé s'éteignait. Chaque endroit vivant était en train de mourir. Chaque maison devenait vide. On sentait que la nuit devenait de plus en plus puissante. Mais cette nuit-là, il fut si bizarre de ne pas sentir que tout s'éteignait autour de lui, que la mort était atteinte. Il fut si bizarre de ne pas sentir que autour de lui tout s'éteignait et que la mort atteignait son but, éteignant tout ce qu'elle voyait autour d'elle, rendant les choses claires obscures, rendant la pluie de plus en plus puissante, jonchant les parois de l'immeuble dans lequel il était. Ne sachant pas pourquoi il ne sentait pas Rosewood s'éteindre tout autour de lui. Cette nuit-là, il ne dormait pas. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne dormait pas. Il était éveillé, allongé dans son lit. Il regardait le plafond, mais se posait des questions tout de même. Pourquoi il ne sentait pas la mort autour de lui éteindre les choses, faire en sorte que l'obscurité devienne de plus en plus sombre, que la clarté devienne de plus en plus sombre, que tout ce qu'il y avait autour de lui était en train de mourir. Pourquoi il ne sentait pas ça? Seulement, bien plus tôt, avant tout cela, il savait bel et bien qu'il était en train de dormir. Mais peu de temps après, il se rendit compte qu'il se réveilla avec un mal à la poitrine. Le prenant jusqu'à l'os, ils se réveillèrent avec un mal à la poitrine qui le prenèrent jusqu'à l'os. Voulant se mettre sur le côté gauche afin de dormir et d'éviter la lumière de la lune, cela lui faisait trop mal. Ils se tournèrent de l'autre côté, passant son bras vers la droite. Ils regardèrent alors la porte de sa chambre, par laquelle, à travers la fenêtre, on pouvait voir la lumière de la lune. Cela lui faisait encore mal à l'abdomen. Cette douleur intense qu'il ressentait jusqu'au fond de ses os. Ils essayèrent alors de dormir sur le dos. Impossible de fermer les yeux. Il réessaya après quelques minutes. De passer sur le côté droit. Cette douleur intense était revenue et ne partait pas. Sur le côté gauche, ils essayèrent alors une nouvelle fois, mais cette douleur ne faisait que s'accentuer. Sur le flanc droit, autant que sur le flanc gauche, ils ressentaient cette douleur dans les os. Sur le sternum, le rectum, sur les côtes, sur les clavicules, les omoplates, dans le dos, tout le long de sa colonne vertébrale. Il sentait cette douleur
qui le réveillèrent à 2 heures du matin. Cette douleur qui l'avait réveillé, à travers laquelle il ne ressentait plus que ça. Il ne savait plus s'endormir. Ils essayèrent de fermer les yeux tout de même, se concentrant sur la douleur qu'ils ressentaient. Mais rien. Ils n'entendirent rien. Il se réveilla quelque temps après, plus tard ils se réveillèrent. Il ouvrit les yeux, après s'être concentré sur cette douleur qui parcourait son corps. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Il ne dormait pas. Il n'a pas pu dormir. Vers 3 heures du matin, toujours éveillé, assis dans son lit, il reçut un appel. Il vit son GSM sur le côté près de la table de nuit, vibrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il décroche. Il vit que quelqu'un l'avait appelé, un numéro inconnu, un numéro masqué, qu'il n'avait jamais vu. Un numéro masqué qu'il n'avait jamais vu, auquel il répondit par un message. Il répondit par un message, introduisant le même numéro dans son GSM, demandant à la personne qui ce pouvait être. Il ne reçut pas de réponse concrète, ni même d'une personne, ni même de quelqu'un qu'il pouvait connaître. Mais plus tard, son GSM ressonna une nouvelle fois. Il vit alors la lumière de sa chambre s'allumer, à travers laquelle il pouvait voir dans l'obscurité, grâce à la lumière de son GSM. Décrocha et remarquèrent qu'alors cette fois-ci, c'était la personne qu'il fréquentait, qui l'avait appelé. Il répondit alors d'un ton assez bas, un ton assez faible, et il répondit alors « Ouais ». On lui demandait alors seulement pourquoi il ne dormait pas. Il lui dit alors tout simplement qu'il n'arrivait pas à dormir, sachant qu'il avait mal à la poitrine, qu'il avait mal aux os, mal aux bras, mal à la clavicule, mal à la colonne vertébrale. Il ne précisa pas ce détail, mais seulement plus tard, grâce à un simple mouvement appuyant sur sa clavicule, on pouvait remarquer qu'il avait bel et bien mal. La personne à l'autre bout du téléphone, l'autre bout du fil, lui dit alors « Pourquoi tu vas pas voir un médecin ?» Il répondit alors « La nuit, un médecin. » Oui bon, un médecin de garde. Ne se doutant pas qu'il y avait des médecins de garde à Rosewood, il voulut répondre pour se protéger, pour ne pas avoir à faire ce qu'on lui avait proposé. Il répondit « Toutes les pharmacies et tous les médecins de garde sont fermés. J'ai essayé d'appeler mais j'en ai trouvé aucun. » Il mentit alors à la personne de confiance, à cette personne qu'il avait autour de lui dans son entourage, dans son équipe de lacrosse. Il mentit à cette personne simplement pour ne pas avoir à se faire ausculter et ne pas découvrir ce qu'il avait réellement. Peut-être que ce n'était qu'un mal passager comme un autre. Il mentit à cette personne qui savait bel et bien qu'il avait mal. Mal au cœur, mal aux os, mal à la colonne vertébrale, qui ne pouvait plus dormir. Cela faisait au moins 3 jours qu'il n'avait pas dormi. Le lendemain, il arriva à l'école comme si de rien n'était, évitant tout ce qu'on pouvait lui dire ou tout ce qu'on pouvait lui reprocher, évitant toute personne ou toute personne avec qui il avait eu un contact. Ils continuèrent alors autour de lui à marcher. Ils regardèrent autour de lui d'un air suspicieux, tenant son sac par les 2 mains, par les 2 lanières. Pas très rassuré, d'un air suspicieux, il regardait tout le monde. La même personne qu'il avait eu en ligne ce soir-là le rejoignait alors plus tard, dans une classe vide, et lui dit « Pourquoi t'es si suspicieux aujourd'hui ?» Il ne répondit pas et essaya de fuir en partant vers la porte. La personne le rattrapèrent alors avec son bras, et lui demandèrent une nouvelle fois « Pourquoi t'es si suspicieux aujourd'hui ?»
Ne répondant pas, ils lâchèrent son bras. Ils partirent dans le couloir, et à travers la foule, ils disparaissaient. Ils disparaissaient, mais tout de même cette personne était obstinée par le fait de devoir le retrouver. Ne sachant pas ce qui pouvait arriver à sa sœur, à ses copines, ou à n'importe qui. Ne sachant pas ce qui pouvait être en train d'arriver à sa sœur, aux copines de sa sœur, autant qu'à Aria, qu'à Anna, qu'à Emily, ne sachant pas ce qui pouvait leur arriver. Toutes les quatre s'étaient retrouvées dans un labyrinthe, le labyrinthe des glaces. Elles s'étaient retrouvées dans un labyrinthe des glaces, le palais des glaces, qui avait ouvert ce soir-là. Ce soir où il était arrivé dans sa chambre, qu'il avait déposé son sac près de son bureau, il avait pris son carnet et écrit ce qu'il avait ressenti, cette douleur qu'il avait ressentie la nuit même. Ils refermèrent son carnet la nuit même, le posèrent alors sur sa table de nuit, éteignèrent son GSM pour que plus personne ne puisse le joindre, ressentant encore une fois cette douleur, en dehors de chez lui, pendant la nuit, à l'intérieur du palais des glaces, étaient enfermées Anna, Aria, Emily et Spencer. Toutes les quatre enfermées, elles suivèrent alors des voix qu'elles entendèrent à travers le palais des glaces qui étaient toutes différentes les unes des autres, des glaces qui étaient toutes différentes les unes des autres à travers lesquelles elles pouvaient se voir grandes, petites, déformées, cubiques, ou encore de manière bel et bien différentes les unes des autres. Elles essayèrent maintes et maintes fois de trouver la sortie. Maintes et maintes fois elles essayèrent de trouver la sortie, jusqu'à ce que toutes les quatre arrivent dans le palais des glaces face à une porte noire couverte de dorures ainsi que de peinture rouge qui avait été arrachée. Ces portes noires qui avaient l'air bel et bien nouvelles, couvertes de dorures et de peinture rouge qui avaient l'air bel et bien d'avoir été arrachées par quelqu'un, d'avoir été enlevées et mis par-dessus ces dorures noires. On aurait dit qu'il y avait des traces de violence, des traces de griffures sur les portes. Chacune ouvrit alors une porte, devant laquelle elles étaient arrivées dans le palais des glaces, et se retrouvèrent alors une à une dans leur chambre, qui avait été formée et retrouvée. Au moindre détail, leur chambre avait été retrouvée derrière cette porte. Au moindre détail, au plus infime détail, leur chambre avait été reproduite dans les plus infimes détails. Face à elle, un écran de télé, éteint, encore noir. Un jeu de damier. Aria avait devant elle un jeu de damier. Elle avait devant elle un jeu de damier. Le go. Face à elle, Emily avait un autre jeu de damier, les dames. Spencer avait devant elle un échiquier, un autre jeu de damier, ainsi que Emily qui avait devant elle un toucher-coulé, un autre jeu de damier. Cela devait évidemment être un énigme à résoudre pour sortir de là, un énigme qu'il fallait résoudre, trouver. Quel était le point commun entre tous ces jeux de damier, le go, le toucher-coulé, les dames, les échecs? Quel était le point commun? En face d'elle, juste à côté de leur lit, il y avait un téléphone noir, un ancien téléphone, qui peut-être, d'après elle, fonctionnait toujours. La solution était de trouver le point commun entre chaque jeu de damier. Le point commun, la bonne case, la bonne stratégie. Il fallait trouver la bonne stratégie, le bon jeu de damier, le point commun, ainsi que le bon numéro à former sur le téléphone noir, qui d'après elle fonctionnait toujours. Elles énumérèrent alors, après plusieurs nuits, après plusieurs jours, elles énumérèrent ensemble, à travers une caméra avec son à travers lesquelles elles pouvaient s'entendre dans des parlophones. Elles énumérèrent des numéros, des codes, à chiffres et à lettres, à travers lesquels elles pouvaient y mettre fin. Des codes à chiffres et à lettres à travers lesquels elles pouvaient y mettre fin à leur souffrance, trouver une solution à ces jeux de damier. Trouver une solution, elles énumérèrent des codes qu'elles mirent alors ensemble, les uns après les autres. Elles trouvèrent enfin la bonne solution, ainsi que la bonne manière de retrouver un point commun entre chaque jeu de damier.
Lorsqu'elles trouvèrent la solution pour trouver un point commun entre chaque damier, ainsi qu'une solution pour trouver le bon code à trouver sur le damier, à inscrire sur le damier, la bonne stratégie afin de jouer seul sur le jeu de Go, sur le jeu de dames, sur le jeu d'échiquier, ainsi que sur le jeu de toucher-couler. La bonne stratégie avait été trouvée, mais face à elle, l'écran s'était allumé. L'écran s'était allumé face à elle, et Allison apparut, assise devant une chaise sur laquelle était posée une disqueuse. Assise devant une chaise, elle se leva, habillée en un pair rouge. Elles se levèrent et alors atteignirent la caméra à travers laquelle on pouvait voir la télé qui était filmée. Elle atteignit la caméra, embrassèrent l'objectif. Juste après avoir embrassé l'objectif, elles disparaissèrent derrière une porte inconnue, derrière laquelle elles seules savaient ce qu'il y avait. Elles disparurent derrière cette porte, et trouvèrent derrière cette porte juste le vide, un endroit vide derrière lequel il n'y avait plus rien. Elles disparurent dans l'obscurité, et un décompte de 1 heure avait été lancé à travers l'objectif de la caméra qui filmait cette télé dans chaque chambre. Un décompte de 1 heure avait été lancé. Ce décompte de 1 heure avait été lancé. Elles avaient 1 heure pour trouver comment sortir de là. Un piano était juste face à elles. Elles devaient trouver une mélodie qui était en rapport avec le code qu'elles avaient fait, ainsi qu'une mélodie qui était en rapport avec le comment elles avaient trouvé le code et la manière dont elles avaient pu jouer tout seules. Quels étaient les rapports entre ces 3 choses-là, entre ces 4 choses, entre les 4 jeux de damier, entre le téléphone et entre le piano? Quels étaient les rapports entre le piano, les jeux de damier et le téléphone noir? Elles se rendirent alors toutes compte que chaque jeu de damier était disposé de 6 cases sur les côtés, 9 au-dessus, mais 6 sur les côtés. Il fallait alors trouver un code pour déchiffrer ce qu'il fallait faire sur le téléphone, et c'est ainsi que ce qu'il fallait faire sur le téléphone, il fallait le reproduire en musique sur le piano afin d'ouvrir les portes. Elles ouvrirent alors chacune les portes, après avoir trouvé la stratégie normale qu'il fallait inscrire sur chaque damier. Sur chaque jeu de damier, la stratégie à inscrire avait été inscrite. La stratégie normale, compliquée, autant difficile que complexe, avait été inscrite. Le téléphone noir, ils énumérèrent encore les numéros, les chiffres et les lettres à trouver, et c'est alors que le bon numéro de téléphone était apparu après plusieurs recherches. Après plusieurs recherches, le bon numéro de téléphone était apparu. Seulement maintenant restait à résoudre l'énigme du piano. Il fallait refaire les mêmes stratégies que sur les jeux de damier à travers les touches blanches. Il fallait refaire 4 mélodies à travers les jeux de damier sur les touches blanches, ainsi que 3 mélodies par rapport aux jeux de damier, au piano et au téléphone noir sur les touches noires qui étaient en raccord avec le téléphone. Une fois après avoir fait tout cela, le téléphone se mit alors à sonner. Les portes s'ouvrirent tous une à une, se retrouvant alors dans un long couloir jonché de portes, les unes à côté des autres. Une porte noire, couverte de dorures, avec une poignée rouge. Une seconde qui était rouge, couverte de dorures, avec une poignée noire. Celle-ci qui était alternativement mélangée, avec des dorures noires et une poignée rouge, avec des dorures rouges et une poignée noire. Tout le long du couloir, elles le traversèrent, arrivèrent juste en face d'une tombe sur laquelle étaient disposées quelques roses, des roses blanches, des roses rouges, des roses de couleur, une couronne qui avait été disposée, une couronne de fleurs, une couronne de pompes funèbres qui avait été disposée, parmi lesquelles on pouvait apercevoir des roses blanches. Cette couronne de funérailles qui avait été posée sur cette tombe, elles remarquèrent qu'alors que sur cette tombe il n'y avait aucun nom, mais que seulement plus tard, sur la
tombe qui était disposée en face d'elles toutes, au bout du couloir, n'était nullement autre chose qu'un second énigme. N'étant nullement autre chose qu'un second énigme, toutes les tombes avaient quelque chose en commun avec le téléphone noir, le piano, la reproduction exacte au moindre infime détail de leur chambre, ainsi que le téléphone noir, le jeu de go, le jeu d'échecs, le jeu de dames, et le jeu de toucher-couler. Les tombes avaient un rapport avec ça. Il n'y en avait nullement aucun doute. Elles avaient un rapport avec ça. Il fallait juste en trouver l'énigme. L'énigme était donc de trouver quelle était la jeune fille d'entre elles toutes qui n'y était pas inscrite. Elles trouvèrent alors plusieurs noms de jeunes filles qu'elles ne connaissèrent pas, des initiales qu'elles ne connaissèrent pas non plus, qui étaient gravées sur les tombes, disposées l'une en face de l'autre, l'une face à l'autre, tels deux morts qui se regardaient, les tombes qui étaient disposées l'une en face de l'autre, mais surtout face à elles, les 4 jeunes filles, Anna, Emily, Aria et Spencer, retrouvèrent alors des tombes qui étaient disposées en face d'elles toutes. Ces tombes qui avaient en face d'elles toutes, il y en avait 5. Ne restait plus qu'à trouver laquelle était à qui. Il y avait une tombe dans le coin gauche inférieur droit qui était dédiée à Aria, dans le coin droit inférieur gauche qui était dédié à Anna, dans le centre qui était dédié à Emily, et une autre qui devait être dédiée à Allison, ainsi qu'une qui devait être dédiée à Spencer. Tout le monde trouvèrent la tombe, mais personne ne trouvèrent d'énigme. Seulement plus tard, elle vit alors une seconde tombe. Une tombe qui n'était pas fermée, qui était ouverte. Elle vit alors une seconde tombe qui était ouverte, mais qui n'était pas fermée. Elles bougèrent alors tous ensemble la pierre tombale avec leurs mains. Elles bougèrent avec leurs mains la pierre tombale, la poussant avec toute leur force, poussant la pierre tombale avec toute leur force, déplaçant la pierre tombale. Elles regardèrent alors le nom. Il n'y en avait pas, juste une photo d'une fille, une femme qui ressemblait assez fortement à quelqu'un qu'elles connaissaient, mais quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas assez bien pour pouvoir dire qui c'était. Elles poussèrent alors la pierre tombale. Mais au-dessus d'elles toutes, Mike était sorti ce soir-là, avait organisé une fête dans le cimetière. Et après avoir organisé une fête dans le cimetière avec ses copains du lacrosse, ils trouvèrent alors une tombe sur laquelle il y avait bel et bien des bruits qui s'en dégageaient. Des bruits qui s'en dégageaient. On pouvait entendre le bruit d'un piano ainsi que le bruit de certaines voix, des voix qui lui étaient familières, telles que la vie de sa sœur qui était en danger, mais les voix de ses copines qui lui étaient familières, les voix de lui-même qui lui étaient familières, les voix de personnes qui lui étaient familières se dégagèrent de cette tombe. N'étant nullement bien cachés, ils regardèrent et s'approchèrent de plus en plus, reconnut alors sa voix à lui, qui résonnait en écho à l'arrière des autres voix qui lui étaient familières, celle de Aria, celle de Spencer, celle de Emily et celle de Hannah, ainsi que celle de Allison. Mais Allison qui était partie dans la vidéo, peu de temps après, Allison qui était partie dans la vidéo peu de temps après avoir résolu les énigmes dans les chambres, Allison qui était partie avec une disqueuse à la main, derrière une porte, où seule elle savait ce qu'il y avait derrière. Certainement rien d'intéressant, encore un énigme à résoudre. Elle avait disparu derrière cette porte. Un décompte s'était lancé. Au moment où toutes les filles ont réapparu, ce décompte était fini. Soudainement, lorsque Mike fut sortir la dernière fille, que Aria, Spencer, Emily et Anna étaient tous sur le sol, saines et saufs, elles retrouvèrent alors tous leurs esprits. Saines d'esprit et saines et saufs, elles retrouvèrent tous leurs esprits. Après avoir été enfermées dans une maison qui les manipulèrent avec des jeux, des énigmes qu'il fallait découvrir,
des jeux de plateau, des jeux de damier, des jeux d'échiquier, un toucher-coulé et encore plein d'autres jeux de damier qu'il y avait entre ces murs. Cette maison les avait manipulés, les avait enfermés, afin de pouvoir leur faire découvrir des énigmes sur eux-mêmes, des vérités, ainsi que des choses qu'elles n'avaient nullement révélées à leurs copines. Elles se retrouvèrent alors plus tard chez elles, dans la chambre de Spencer, puis plus tard dans la chambre de Emily, discutant de tout ça. Était-ce probablement A qui se trouvait derrière tout ça? Qui était-il? Personne ne savait réellement. Pourquoi le jeu de Go? Pourquoi un damier? Pourquoi les échiquiers? Pourquoi le damier? Pourquoi le jeu de Go? Pourquoi utiliser des jeux de société pour leur faire comprendre des énigmes sur eux-mêmes, des vérités qu'elles n'ont pas révélées, ou alors des choses qu'elles ne savaient pas encore sur elles-mêmes? Pourquoi tout cela? Est-ce que A était impliqué? Était-ce une invention, encore un de ses plans tordus, afin de les manipuler et de les mener exactement là où il voulait? Seulement peu de temps plus tard, Mike retrouvèrent le sommeil, mais se levant tous les matins, il découvrit alors que son traitement avait été changé. Il découvrit que son traitement avait été changé, son traitement contre le sommeil ainsi que son traitement contre la dépression avait été changé. Ses antidépresseurs avaient été changés contre des amphétamines, des drogues dures, auxquelles il n'avait aucune intention de prendre. Il n'avait aucune intention de prendre ces drogues dures. Seulement plus tard, on le retrouvait chez le médecin, avec Ella, sa mère, et Aria. Chez le médecin, on le retrouvait alors, faisant une prise de sang pour savoir si c'était réellement des amphétamines et de la drogue dure qu'il n'avait nullement l'intention de prendre, mais qu'il avait pris, car peu de temps avant, il avait découvert que lorsqu'il ouvrait les yeux le matin, lorsqu'ils marchèrent dans les couloirs le soir, il n'était nullement conscient de la situation, mais il voyait des ombres pour autant traquées par A, par cette personne qu'il ne connaissait pas. Il ne savait nullement dissocier la vérité des faits réels. Il ne savait nullement dissocier la vérité de ce qui n'en était pas la vérité. Il ne savait pas si les ombres qu'il voyait étaient la personne qui l'attaquait. Il ne savait pas si la personne qui l'attaquait était ce qu'il ressentait, ce qui lui touchait le bras, ce qui lui touchait le bras et qui lui atteignait la jambe. Il ne savait nullement si c'était la personne qui l'avait attaqué. Ou si encore cette personne qui l'avait attaqué pouvait être A. Il ne savait nullement si cette personne qui était A pouvait être la personne qui l'avait attaqué. Plus tard, après avoir découvert que ce qu'il prenait était réellement des amphétamines, de la drogue dure, il avait été mis en soins intensifs, car une surdose avait été fortement recommandée par A qui voulait l'anesthésier. A qui voulait l'anesthésier complètement. Une forte dose avait été recommandée par lui-même, encore un de ses coups tordus pour effacer un des membres de la famille d'Aria, pour pouvoir la piéger à nouveau dans un des mêmes endroits dans lesquels il allait lui faire un de ses coups tordus, un de ses pièges dans lesquels il allait encore la mêler, un de ces pièges dans lesquels il allait encore incriminer Spencer, Aria, Emily et Anna, qui allaient se retrouver dans l'un de ces pièges. Essayant de pouvoir les incriminer il essaya alors d'irradier de la surface de la terre, de la surface de leur vie, le frère d'Aria, qui pouvait être d'une grande aide. C'est alors qu'en lui donnant une surdose, ils se retrouvèrent à l'hôpital, démunis de toute puissance par rapport à A. Plus tard, quelques jours plus tard dans la semaine, il était sorti de l'hôpital volontairement, n'ayant pas eu de décision ou même d'accord par rapport au médecin qui lui avait dit quand sortir. Il sortit alors de son plein gré et se retrouvèrent face à une personne avec un masque blanc, une capuche noire, des vêtements noirs, un jeans noir, une personne couverte de noir qui était en face d'un asile psychiatrique, derrière la grille, derrière laquelle il le manipulait pour pouvoir le mener exactement là où il voulait. Seulement cette personne ne savait pas que Mike avait été chez un armurier, trouvé un calibre 34,
avec lequel il s'était armé. Il s'était armé de ce calibre 34 et était rentré dans l'asile psychiatrique. Peu de temps après, cette personne l'avait emmené jusqu'au cimetière, là où il avait découvert la sortie de l'énigme des 4 filles, qui avaient dû découvrir cette maison du cimetière, dans laquelle il y avait tout un jeu à parcourir. Il était alors amené à retrouver cet endroit même dans lequel il avait sorti Anna, Emily et Spencer. Cet endroit même dans lequel il avait sorti Anna, Emily et Spencer. Ils s'y retrouvèrent alors une nouvelle fois. Ils s'y retrouvèrent une nouvelle fois dans ce cimetière, face à cette tombe. De dos, on put découvrir que c'était Allison derrière le masque. Grâce à une chevelure blonde qui dépassèrent, on put découvrir que c'était Allison, qui essaya alors de l'attaquer à coups de disqueuse, de derrière. Mike s'était retrouvé dans le coma plus tard, essayant de ne pas mourir. Les ambulanciers étaient arrivés assez tôt. Il avait réussi à atteindre son GSM, à appeler le 911. Les ambulanciers qui faisaient bel et bien attention à ne faire en sorte qu'il n'y avait pas d'hémorragie. Essayant de faire en sorte que l'hémorragie ne s'étende pas sur son corps, que les ecchymoses ne s'étendent pas sur son corps, que l'hémorragie ne devienne pas de plus en plus puissante. Perdant du sang par rapport à son bras, ils forcèrent alors sur l'hémorragie, qui laissèrent transparaître du sang qui coulèrent sur le sol. Elle avait pris la fuite, Allison, elle était partie de l'autre côté, ayant pris la fuite, suite aux événements passés. Ayant pris la fuite, elle était partie avec une disqueuse à la main sur laquelle on pouvait voir que sur la scie, il y avait bel et bien du sang appartenant à Mike. Tout ce sang qui recouvrait la scie, avec laquelle il l'avait attaqué à l'omoplate, il s'était retrouvé une nouvelle fois pour la deuxième fois dans un hôpital. Il avait une lacération à l'épaule, des ecchymoses sur le bras, ainsi qu'une ouverture qu'on avait forcée afin de faire rentrer le sang dans les artères, les vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, les artères, les veines qui avaient été sectionnées par la scie, l'hémorragie avait été stoppée, avait été arrêtée, avait été forcée par les médecins, mais il avait tout de même des ecchymoses autour de l'omoplate, là où on pouvait apercevoir qu'il avait une cicatrice énorme qui traversèrent tout le long de son dos. Il avait une cicatrice qui traversèrent tout le long de son dos et qui atteignèrent son omoplate jusqu'au bas de son bassin. On l'avait bel et bien attaqué de dos. Allison était parti, mais peu de temps plus tard, ils étaient tous revenus à la normale. Peu de temps plus tard, quelques semaines plus tard, Mike avait retrouvé le sommeil, s'était endormi. Sa jeune sœur était partie plus loin avec ses copines, dans le chalet du lac, parlant de tout ce qui s'était passé, si A avait bel et bien été capturé ou avait bel et bien disparu, avait bel et bien été tué par Mike qui avait sauvé la vie une seule fois de Arya, de Hannah, d'Emily et de Spencer, ayant sauvé une seule fois leur vie à toutes les quatre. Il se disait que ce n'était pas plus mal de le faire une deuxième fois. C'est alors que lui-même régla son compte. Il n'avait nullement de dette, nullement de compte à rendre, mais il régla alors les affaires qui lui avaient causé des problèmes. Ils partirent alors à la maison du cimetière, retrouvant l'homme à la capuche noire, l'homme à la capuche noire ainsi qu'aux vêtements noirs, entièrement recouvert de noir, ne pouvant nullement l'apercevoir dans l'obscurité, à travers un nuage de brume. Il apparut avec son masque, il retira son masque. Derrière ce masque, ce n'était nullement un homme, mais une femme, Allison, à la chevelure blonde, qui réfléchissait à travers la lumière de la lune. Elles le regardèrent pendant un instant, elle sourit, et puis elles partirent. Elles partirent en courant, mais Mike leva son arme, chargea alors le fusil, pressa la détente, et appuyant sur la détente, chargeant le fusil, il pressa la détente et tira une balle, qui atterrit sur une pierre tombale. Il tira une balle de fusil, une seconde, puis ensuite une quatrième, une dernière, qui était arrivée dans le genou de Allison.
Allison se fit arrêter par Mike, qu'il avait alors emmené au poste de police, afin de lui dire d'avouer tout ce qu'elle avait fait, afin de lui dire d'avouer tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait pu faire, et tout ce qu'elle ferait encore si c'était possible. Si c'était possible de recommencer et de remanipuler sa sœur ainsi que ses copines, elle le ferait encore, avec joie et avec plaisir. Elle avait tout avoué, tout ce qu'elle avait fait. Mais Mike n'avait pas supporté le poids et la pression qu'on lui avait infligés. Ne supportant pas le poids de la pression qu'on lui avait infligée, tout ce qu'on lui avait fait, les 2 fois où il s'était retrouvé dans un lit d'hôpital, ne supportant pas cette pression, ils trouvèrent alors l'arme qu'il avait mis à l'arrière. Cette arme qu'il avait mis à l'arrière de son jeans dans sa poche arrière, il la prit, et c'est alors qu'ils la chargèrent. Ne supportant pas la pression, il la mit alors dans la nuque de Allison, soulevèrent ses cheveux, tirèrent une 5e fois. Tirèrent alors dans sa nuque. Allison, qui était tombée sur la table, le sang s'écoulèrent par terre, faisant une flaque rouge de sang. Mike n'avait pas été arrêté. Allison était morte ce soir-là au commissariat. Son corps avait été emporté à la morgue. Son corps avait été emporté, notifié en tant qu'inconnu, mis dans un frigo de la morgue. Peu de temps plus tard, la morgue l'avait identifié en tant qu'inconnu. Mike était reparti peu de temps plus tard, avait été pris comme étant inoffensif. Comme étant inoffensif, ayant été pris comme étant inoffensif, il avait été incriminé, il avait été pris dans une affaire dans laquelle il n'était pas mêlé. Seulement la pression de tout ce qu'il avait ressenti, de tout ce qu'il avait pu vivre, avait pris le dessus. Ayant été incriminé, on l'avait déduit comme étant inoffensif, comme étant une personne inoffensive. On l'avait relâché. Cela était de la pure protection. Cela était de la pure protection envers lui-même, envers sa sœur, envers les copines de sa sœur. Cela était de la pure protection. Le soir même, ils rentrèrent chez lui, où ils retrouvèrent sa sœur Aria, qui regardèrent par la fenêtre, dans l'obscurité, son propre reflet, les bras croisés, les jambes tendues, le dos relevé. Elles regardèrent dans l'obscurité son propre reflet, sa propre réflexion. Mike, qui était au loin dans l'obscurité de la pièce, rangèrent alors le fusil dans une armoire avant de venir lui parler et de lui demander ce qu'il n'avait pas. Aria n'était pas réellement sûr que tout cela était fini. Mike lui dit alors à l'oreille, une fois qu'il lui avait dit qu'elle n'était pas sûre que tout cela était fini, qu'il avait bel et bien tué une nouvelle fois la personne qui lui avait fait du mal. Seulement il avait été relâché comme étant personne inoffensive. Cela était de la pure légitime défense. Ayant été relâché, Aria le prit dans ses bras, le remercia une nouvelle fois de l'avoir sauvé, car la dernière fois qu'il l'avait sauvé, on ne sut même s'il l'avait fait pour lui ou pour elle. Cette fois-ci, il l'avait bel et bien fait pour elle, pour lui, pour sa mère, pour ses copines, pour toutes les personnes qui en étaient concernées. La maison du cimetière avait été détruite, et les endroits dans lesquels ils avaient été manipulés avaient été tout de même condamnés en tant que scène de crime. Condamnés en tant que scène de crime, tous les endroits dans lesquels ils avaient été retrouvés, la maison du lac, le lac, la maison du cimetière, la tombe qui avait été profanée, qui avait été transformée en un véritable labyrinthe dans lequel leurs chambres avaient été reproduites au plus infime détail. Tout cela avait été repris comme étant des scènes de crime, comme étant des endroits profanés dans lesquels ils n'iraient plus jamais, des endroits qui allaient être détruits par la suite, après avoir découvert qui était réellement derrière le masque. C'était bel et bien Allison, qui avait été tuée la nuit où Mike avait chargé son flingue de 5 balles qu'il avait ensuite tirées dans Allison, une dans la jambe, une dans le bras, une dans l'épaule pour pouvoir l'arrêter, une pour pouvoir la traîner au commissariat, une dans la tête et une dans la nuque. Peu de temps plus tard, le cauchemar était fini, Allison avait disparu.
Allison avait disparu, elle était morte, avait été enterrée, avait été... Après avoir été utilisée comme pion sur un échiquier, sur un jeu de go, ainsi que sur un jeu de dames, et sur un toucher-coulé, après avoir été utilisée comme pion par A, pris dans un océan de contrefaçon, après avoir été utilisé comme pion sur un jeu de go, sur un jeu de dames, sur tous ces jeux qui pouvaient être une contrefaçon de leur vie, tous ces jeux qui pouvaient être un énigme et une contrefaçon de leur vie, après avoir été pris dans une maison, dans un cimetière, la contrefaçon de leur vie, de ce qu'elles avaient vécu, de ce que leur faisait subir A, après avoir été prises dans tout ça, après avoir survécu à un palais des glaces qui était interminable, un labyrinthe, un palais des glaces dans lequel elles entendèrent Allison crier. Allison qui criait encore et encore. Ne cessant jamais de crier, on pouvait entendre ses cris à travers les échos, à travers les miroirs et les échos, on pouvait croire que notre propre réflexion criait elle-même. Après avoir vécu tout ça, Arya, Spencer et Emily rentrèrent chez elles, pensant que le cauchemar n'était fini, c'était nullement fini. Ce n'était nullement fini lorsque, en soirée, Arya reçut un message, Spencer reçut un message, et Emily reçut un message. Anna avait demandé à toutes les trois de la rejoindre chez elle. Caleb était assis à côté d'elle. Elles étaient toutes au bar, assises l'une à côté des autres. Caleb était tout près d'elle, et c'est alors que Anna, près de Caleb, regardèrent alors son écran, son PC, taper son code pour ouvrir son PC, ainsi que son code pour ouvrir les logiciels. Ils découvrirent alors que les filles avaient été blacklistées sur une blacklist qui avait été faite par A, un logiciel qui avait été découvert par Caleb pour pouvoir mettre en scène toutes les personnes qui étaient concernées par rapport à la team A. Il découvrit alors un logiciel sur lequel il y avait toutes les personnes qui étaient dans la team A, qui en étaient concernées, qui avaient été les auteurs de cette blacklist, qui les avaient mis dedans, pensant que le cauchemar était terminé. Il fallait trouver une solution, un moyen de détruire cette blacklist. Seulement, elle ne pensait qu'à une seule chose. Ce qui s'était passé, comment ça s'était produit. Comment avait-il fait pour faire rentrer dans une si petite maison abandonnée en pleine destruction, cette maison qui était en pleine destruction, qui était en train de se liquéfier elle-même, cette maison qui était en train de se liquidifier elle-même, qui se détruisait, qui était en train de partir avec le passé, de se détruire avec le présent et avec l'avenir de devenir plus que poussière. Cette maison, comment avait-il fait pour faire rentrer à l'intérieur chaque chambre de chaque fille dans le moindre détail? Comment avait-il fait dans le plus infime détail à faire rentrer chaque chambre à l'intérieur, à faire rentrer une vidéo, une seconde pièce à travers laquelle on pouvait voir Allison disparaître avec une disqueuse à la main? Comment avait-il fait pour que l'on puisse rentrer dans cette maison, se faire capturer, se faire entraîner dans cette maison de force, se réveiller sur une chaise sur laquelle on était attaché, cette chaise sur laquelle on était attaché, on s'y était réveillé. Peu de temps avant, on s'était réveillé sur cette chaise, toutes les quatre dans une chambre différente, cette chambre qui nous appartenait, qui avait été recopiée dans les moindres détails, au plus infime détail, qui avait été recopiée au plus infime détail. Ces chambres qui nous appartenaient, on était tous les trois face à un écran, cet écran sur lequel on pouvait voir s'allumer un décompte de 1 heure qui avait disparu avec le temps jusqu'à 30 minutes, 30 minutes qui avaient disparu avec le temps jusqu'à 15 minutes. Le temps ne faisait que s'écouler. Peu de temps avant, il y avait aussi Allison qui était apparue, embrassant le caméscope, embrassant l'écran. C'est juste après que le décompte avait commencé. Le compte à rebours avait commencé, le compte à rebours de 1 heure, par laquelle, par la suite, elle devait trouver comment décrypter chaque code, chaque énigme et chaque solution pour pouvoir sortir de là. Ensuite, la fête qui avait été organisée par Mike au-dessus, dans le cimetière, cette fête qui avait été organisée, on savait qu'il s'y passait quelque chose.
Mais peu de temps après, lorsque Caleb avait découvert cette blacklist, avait découvert la liste des personnes qui en étaient concernées, chaque personne avait été arrêtée, chaque personne concernée avait été passée à l'interrogatoire afin de dire leur intérêt pour cette blacklist, pourquoi ils y avaient mis Anna, Spencer, Emily et Aria, ainsi que Mike qui en était bel et bien aussi dessus. Tous les 6, ils étaient bel et bien sur cette blacklist. Caleb qui avait remarqué peu de temps après que Aria était dessus, que Emily, Spencer et Anna étaient dessus, ainsi que Mike, le frère de Aria, n'ayant aucun rapport avec A, qui était le persécuteur de Anna, Emily et Aria. Le persécuteur, le bourreau de Anna, Emily et Aria était bel et bien A, mais Mike n'avait rien à voir avec ça. Mike n'avait rien à voir avec ça, cependant il avait réussi à les sauver à 2 reprises. Une fois où il les avait sauvés par vengeance, par haine et par désarroi. Cette fois-là, il avait sauvé Aria par haine, par désarroi et par vengeance. Le désarroi de ne pas avoir été un frère assez protecteur. La seconde fois, il les avait sauvés, cette fois-ci, pour les avoir sauvés, se prêtant au fait qu'il devait être un frère de plus en plus protecteur de ce qu'il ne l'est déjà, plus présent, car trop souvent à l'école, trop souvent invisible, il se devait d'être protecteur, d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il se devait de devenir cette personne. Alors cette fois-ci, il les avait sauvés en essayant de devenir la personne qu'il était ou qu'il n'était pas. Essayant de devenir la personne qu'il n'était ou qu'il n'était pas, ce soir-là, l'homme qui avait drogué Mike, l'homme au masque de lapin, avec du sang sur les yeux, l'homme au masque de lapin avec du sang sous les yeux, qui lui coulait comme des larmes sur les joues, avait disparu. Cet homme avait été inculpé, avait été emprisonné. Les personnes qui avaient été inculpées et qui avaient ensuite été interrogées et emprisonnées ont toutes eu droit à la perpétuité, notamment le tueur qui avait voulu droguer Mike, qui avait ensuite voulu le tuer, qui était apparu une deuxième fois dans sa chambre avec un couteau. Ce tueur avait été inculpé à la perpétuité et avait été inculpé ensuite à la mort. Cela avait été fait par le procès qu'avait tenu la mère de Spencer, qui était évidemment une avocate renommée à Rosewood. Avocate renommée à Rosewood, elle avait tenu tous les dossiers pour pouvoir inculper chaque meurtre de chaque assassin de Anna, Emily, Spencer et Aria. Mike, qui lui avait essayé de faire son affaire de son côté, avait réussi à inculper et avait réussi à se venger de son propre tueur, qui avait disparu le soir même où il s'était levé de son lit. Ayant fait semblant de dormir, ce soir-là, cet homme avec le masque de lapin, le visage noir, habillé tout en noir, était rentré dans sa chambre, avait essayé une nouvelle fois de l'attaquer, mais il avait brandi son arme devant lui, avait appuyé sur la gâchette, n'hésitant pas à tirer une nouvelle fois. Il avait tiré une fois, 2 fois, 3 fois. L'ayant achevé à la 3e fois, il tira une 4e fois pour pouvoir être sûr que la personne était bel et bien morte. Son sang s'écoulait alors sur le parquet de sa chambre. Il s'était remis sur son lit et avait continué la discussion avec cet homme. Une discussion avec cet homme, un de ses copains de la crosse, qu'il cachait et qu'il gardait secrète par rapport à Aria. Il gardait cette relation secrète par rapport à Aria, qui était méfiante par rapport à son frère, par rapport au fait du pourquoi il le sauvait, et du pourquoi il avait les intentions de le sauver, elle toute, qui avait bel et bien réussi à se sauver jusque-là toute seule, pourquoi il avait l'intention de les sauver, parce qu'il devait tout simplement devenir quelqu'un qu'il n'était pas. Ce soir-là, il gardait sa relation secrète avec cet homme, ce joueur de la crosse qu'il aimait bien, avec lesquels il avait des sentiments, ce joueur de la crosse qu'il gardait secret, cette relation qu'il gardait secret. Le soir même, ils l'appelaient, la nuit, lui demandèrent ce qu'il faisait. Ils parlèrent alors pendant 1 heure, une demi-heure. Autour d'eux, le temps passèrent, la pluie
qui jonchèrent les murs de l'extérieur, les gouttes qui tapèrent les vitres, faisant une symphonie tel un pianiste qui jouèrent des notes sur son piano, les notes noires, les notes blanches, qui étaient jouées par les doigts, qui glissèrent de note en note, créant une mélodie, pouvant s'apercevoir que les gouttes d'eau qui tapèrent à la fenêtre faisèrent la même chose. Autour d'eux, le temps passèrent. Une heure devenait une minute devenait une heure, des années devenèrent des minutes. Autour d'eux, le temps passèrent, et ils s'aperçurent qu'une heure devenait une demi-heure, qu'une demi-heure devenait une heure, et qu'ils discutèrent toute la nuit. Le lendemain, ce fut Arya qui venait alors réveiller son frère. Son frère qui cachèrent tout de suite son GSM en dessous de son oreiller. Cachant son GSM en dessous de son oreiller, lui disant de sortir parce qu'il devait se préparer pour le lacrosse, pour le lycée. Arya sortit, mais tout de même méfiante, lui demandant ce qu'il n'allait pas. Il reprit alors son GSM à l'intérieur, le réalluma, le mit dans sa poche et partit, tout en disant à sa sœur « Rien, bah tout va bien ». Arya le regardèrent partir par la fenêtre et pensèrent alors, en lui disant par la fenêtre « Je suis pas sûr que tout va bien, mais tout de même ». Mike se retournèrent et alors traversèrent la rue, en regardant à gauche, puis à droite. Ils regardèrent et traversèrent la rue et lui dit « Mais je te dis que ça va ». C'est alors que Arya, qui avait bel et bien plusieurs opinions par rapport à ce que Mike lui avait répondu, partit regarder son PC, le PC de Mike, et trouvèrent alors des relations secrètes qu'il gardait bel et bien secrets, afin de ne pas devoir dire à Arya qu'il avait une relation avec quelqu'un qu'ils pensèrent que Arya n'allait pas aimer. Pensant qu'elle n'aimait pas cet homme, ou ce garçon avec qui il avait une relation, Arya l'attendait alors plus tard dans sa chambre. Le soir même, il revint dans sa chambre et Arya lui dit « C'est qui ce garçon ?» Mike ne voulut pas répondre sur l'instant, ayant peur qu'elle le prenne mal, ou ayant peur que leur mère le prenne mal, ayant peur qu'une personne quelconque puisse le prendre mal. Il lui dit tout de même qui il était, comment il l'avait rencontré, ce qu'il faisait avec lui, mais il dit alors à sa sœur, Arya, qu'il devait garder ça secret, car si ils apprenaient au lacrosse qu'il sortait avec l'un des joueurs, cela pouvait nuire à sa popularité dans le lycée. Cela pouvait nuire à sa popularité dans le lycée, tout de même réduit à l'état d'un élève qui pouvait paraître invisible aux yeux des autres, tout de même réduit à l'état d'un élève qui pouvait paraître invisible aux yeux des autres, qui pouvait paraître être un spectateur par rapport à ceux qui ne le sont pas, réduit à l'état d'un élève qui pouvait être un spectateur de la vie des autres. Il lui dit tout de même, garde cette relation secrète parce que je ne veux pas que les autres l'apprennent. Si c'est le cas, tu ne devras jamais me trahir. Et je n'ai aucune envie de vouloir avoir à me justifier par rapport aux autres. Lui disant qu'il n'avait aucune envie de vouloir se justifier par rapport aux autres et que cela pouvait nuire à sa carrière dans le lacrosse. Lui disant de garder ça secret. Arya le regardèrent alors dans les yeux, le prirent par les bras et lui dit « Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à garder pendant 3 ans, 4 ans, voire même 3 ans. J'ai su garder un secret d'un serial killer. Tu crois pas que je peux garder ton secret ?» Arya qui le regardèrent et qui lui dit « J'ai su garder pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans le secret d'un serial killer. Alors tu crois pas que je peux garder ton secret ?» Elles lâchèrent alors ses bras et le regardèrent. Mike, qui ensuite regardait Arya et lui dit « C'est vrai, là t'as raison. » Plus tard, il lui sourit. Arya sortir de sa chambre, partir, et alors se mit alors à écrire son second roman, tout en s'inspirant des autres livres qu'elle avait lus,
Elle écrivait son second roman, son second récit, des poèmes et des choses par rapport auxquelles elle avait vécu, des personnes qu'elle avait rencontrées, des gens qu'elle avait vus ou entendus. Ces personnes qu'elle avait rencontrées, vues ou entendues, elles racontèrent leur histoire à travers ses livres, tandis que Mike, lui, vivait son histoire avec cet homme qu'il avait rencontré au Lacrosse. La vie avait repris son cours, et la blacklist, cette histoire autour de cette blacklist, Anna et Caleb étaient sur le coup, afin de découvrir qui était réellement l'auteur de cette blacklist. Plus tard, ils découvrirent avec Aria qu'un auteur à succès avait bel et bien fait une blacklist qui avait été la même, mais qui avait été écrite bien avant cela, bien avant les faits. Cette blacklist qui avait été écrite bien avant les faits, durant la guerre, avait été écrite au même nom, à la même date, à la même personne que chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles avait un sosie, une femme, qui les représentèrent, qui avait le même nom, la même année de naissance, le même lieu, la même ville dans laquelle elles étaient, et ces personnes avaient chacune un endroit dans lequel elles vivaient, qui était pareil et similaire à elles. Ces personnes étaient toutes sur une blacklist, étaient toutes mortes d'une mort atroce. Mais elles savaient que cette blacklist n'était qu'un copycat. Cette blacklist n'était qu'une menace, un copycat qui avait été fait par A pour pouvoir les réduire à l'état de soumission. Pour pouvoir les réduire à l'état de soumission, A avait fait un copycat de cette blacklist sur des personnes qui en étaient bel et bien mortes, sachant que les filles allaient se lancer à la poursuite de cette blacklist. Elles trouvèrent alors plus tard des informations par rapport à des affiches, par rapport à des personnes qui avaient des infos sur plusieurs blacklists, sur plusieurs choses qui se sont passées pendant la guerre. Elles trouvèrent alors tous les témoins, toutes les personnes qui en avaient été témoins de l'écriture de la personne qui avait écrit ça, toutes les personnes qui en avaient été témoins qui ont un rapport avec cette blacklist. Elles trouvèrent alors les unes après les autres toutes les personnes, les emmenèrent au poste avec Caleb qui avait alors piraté les contacts de chacune des personnes, pouvant trouver leur domicile, leur maison dans lesquelles ils habitèrent, pouvant trouver leur domicile et maison dans lesquelles ils habitèrent. Ils prirent alors d'assaut chacune des personnes, essayant d'en soutirer des informations, d'en soutirer des actions, des choses qu'ils avaient fait, ou alors des manières dont ils avaient dont ils l'avaient aidé à les manipuler, à les enfermer dans cette cave qui était une maison dans le cimetière. Essayant d'en soutirer des informations, tout ce qu'elles avaient pu vivre avait disparu derrière elles. Tel un nuage, telle une obscurité, tel un nuage de brume qui avait disparu pendant la nuit. Un nuage de brume qui avait disparu pendant la nuit, telle cette image, telle cette métaphore, un nuage de brume qui disparaissait pendant la nuit, ou alors un mirage que l'on pouvait voir dans le désert. Tout avait disparu, mais la blacklist était restée, ayant soutiré des informations par rapport à toutes les personnes qui avaient été emmenées, qui avaient été condamnées et qui avaient été enfermées. Suite à ça, Aria retrouvèrent la vie qu'elle avait avant. Mike retrouvèrent la vie qu'il avait avant, avec la personne avec laquelle il parlait en secret. Il n'avait plus à garder cette situation et cette relation secrète. Aria retrouvèrent alors sa vie d'écrivaine. Ella retrouvèrent sa vie de mère. Et tous ensemble, dans leur maison, ils se sentèrent enfin libérés de ce poids d'avoir quelqu'un qui les persécutait, qui les poursuivait et qui faisait en sorte que chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque minute, chaque seconde et chaque heure où elles étaient à l'extérieur, elles ne se sentèrent nullement en sécurité, mais observées et persécutées. Tout cela avait disparu. Elles s'étaient retrouvées alors bel et bien chez Anna pour effacer la blacklist du site web sur lequel il avait été posté. Un site web qui traversait le campus. Un site web qui traversait entièrement le lycée. Un site web qui avait été formé par A, qui avait été créé par A, sur lesquels tout ce qui avait été en rapport avec Anna, Emily, Spencer et Aria avait été dissimulé. Toutes leurs informations, tous leurs secrets avaient été dissimulés sur cette plateforme. Peu de temps après, Caleb trouvèrent un logiciel pour détruire la plateforme
ainsi que détruire les informations et les personnes qui avaient été condamnées. Leurs noms, leurs familles, leurs maisons, leurs endroits dans lesquels ils habitaient avaient été détruits. Chaque tueur qui avait fait partie de la team A, chaque tueur concerné, chaque personne qui avait été atteinte par A avait été interrogée et était passée aux aveux. Toutes les personnes qui avaient été concernées et qui avaient fait partie de la team A, que A avait pu recruter, que Allison avait pu recruter, toutes les personnes qui avaient été recrutées par Allison, toutes les personnes qui avaient été recrutées par A étaient passées aux aveux, avaient été enfermées, avaient été jugées et emprisonnées, avaient été jugées, emprisonnées et enfermées. L'affaire avait été tenue par la mère de Spencer. La mère de Spencer avait tenu l'affaire, avait plaidé coupable pour chacun des accusés, accusés qui disparut avec le temps. Et c'est alors que leurs aveux, leurs mots, leurs actes disparus avec le temps. Arya oublièrent alors tout ce qu'elle avait vécu, la manipulation que Hal avait fait subir, la manipulation qu'elle avait subie avec les autres, avec Arya, Spencer et Emily. Cela disparaissait avec le temps. Elle ne vit plus qu'une seule chose, la relation que Mike avait avec cet homme, qu'il avait enfin décidé de ne plus garder secret. Elle ne vit plus que ça, mais tous les aveux, les actes innommables, la manipulation que ces personnes lui avaient fait subir, autant qu'à Anna, qu'à Emily, qu'à Spencer, qu'à Mona et aux autres, disparut avec le temps. Du côté de Anna, ce fut la même chose. Les actes, les aveux, disparurent avec le temps. Une fois tous les associés de A enfermés, toutes les personnes qui avaient été associées à la blacklist, une fois enfermées, une fois sous les verrous, sous les barreaux, en prison, enfermées, jugées pour leurs actes, tout ça disparaissait avec le temps. Emily avait retrouvé Paige. Le temps lui aussi disparaissait, semblait ne devenir plus que poussière, semblait disparaître comme ses propriétés qui avaient été utilisées pour pouvoir les manipuler. Autant que la maison dans le cimetière, autant que le palais des glaces, autant que le cimetière, tous ces endroits profanés avaient disparu avec le temps et avaient été détruits. Paige retrouvèrent alors Emily, Emily retrouvèrent Paige, le temps retrouvait son cours normal, et c'est alors que le temps retrouvèrent son cours normal, mais que tout disparut avec le temps, les actes, les mots, ce qui avait été fait, la manipulation, les personnes qui avaient été incriminées, les personnes qui faisaient partie de ceux qui avaient construit la blacklist, les personnes qui avaient construit et qui avaient conçu la blacklist, conçu ce site web sur lequel on dissimulait les informations à propos de Emily, Anna, Arya et Spencer. Ce site web avait disparu, avait été détruit par un logiciel qu'avait conçu Caleb. De son côté, Spencer, elle, remerciait sa maman d'avoir pu comprendre qu'il fallait qu'elle remette en cause certaines décisions pour pouvoir prendre part à l'affaire de leur fille. Pouvant prendre part par rapport à l'affaire de sa fille, à l'affaire de ses copines, autant Anna, Arya, Emily que Spencer, remettant certaines choses en cause pour pouvoir prendre part à cette affaire, pour pouvoir juger coupable de chaque personne qui avait commis des actes innommables, pouvoir les juger coupables de leurs actes. Prenant part à ce qu'elle avait fait, Spencer n'avait qu'une chose en tête, remercier sa mère et pouvoir trouver quelque chose à faire pour elle. Du côté de Emily, elle avait retrouvé Paige. Arya avait retrouvé Mike. Anna avait retrouvé Caleb.
et Spencer avait retrouvé Toby, avait retrouvé libre cours à sa vie normale. Tout avait disparu avec le temps, les actes, les mots, les endroits dans lesquels elles avaient été enfermées. Tout disparut avec le temps. Tout s'estompa peu à peu, tel un nuage de brume, telle la fumée qui pouvait sortir d'un feu de bois. Telle la fumée qui pouvait sortir d'un feu de bois, s'estompa avec le temps, telle la brume, tel un nuage gris. Tel un nuage gris recouvrant Ravenwood, tel un nuage gris qui recouvrait Ravenwood, cette ville, pour autant que l'on pourrait croire morte, mais tout autant vivable, cette ville recouverte d'un nuage de brume. Eh bien, les souvenirs s'effacèrent, tel ce nuage de brume. Ils s'estompèrent peu à peu et disparaissèrent avec le temps.